Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout le monde est en train de se connecter, ça prend toujours un petit peu de temps. Bienvenue sur cette dernière session des vendanges en ligne 2025 sur la thématique vigne, vin et politique. Alors, ce soir, on a le plaisir d'écouter Nachidil Riwai, pardon, Oh, Ouais, c'est pas évident la prononciation du nom, mais désolé. Qui va du coup nous parler du vin comme un potentiel outil du soft power français. Et donc, pour cette session, si vous souhaitez poser des questions, on vous invite à utiliser le module Q&R qui est situé en bas de l'écran et à poser vos questions donc directement dans ce module. C'est voilà, inutile de lever la main puisque on modérera les questions. C'est Stéphanie Lachaud donc, qui retransmettra les différentes questions à Nachidil. Donc je laisse Stéphanie présenter Nachidil et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous suivre donc pour cette troisième et dernière conférence des vendanges en ligne. Nous avons eu d'abord de l'anthropologie, puis un regard en sciences politiques, et ce soir nous avons le grand plaisir d'accueillir Nachidil Rouaille, qui est géographe de Bordeaux, de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, qui a fait une thèse en géographie sur la thématique du soft power et du cinéma, et qui a poursuivi ensuite ses travaux sur la vigne et le vin. Et donc, l'analyse qu'elle nous propose est une analyse inédite jusqu'à présent pour elle, qu'elle nous offre ce soir sur justement le vin comme outil du soft power et de la diplomatie internationale. Donc, je pense qu'on va beaucoup apprendre. Et sans doute aussi cela va-t-il résonner avec une actualité politique et diplomatique récente. Donc j'imagine que les questions seront nombreuses et comme d'habitude, je me ferai un grand plaisir de les modérer pour interroger Nachidil. Eh bien, écoute, Nachidil, je te laisse la parole. J'ai oublié de préciser, pardon, que Nachidil est également membre du comité de pilotage des vendanges du savoir et qu'aujourd'hui elle intervient, mais que souvent elle est aussi à l'œuvre pour la programmation et l'organisation de nombreuses conférences. Merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup Stéphanie et merci Manon de cette présentation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour conclure ce cycle sur vin et politique, vigne, vin et politique. Alors c'est vrai que moi aujourd'hui je vais plus me concentrer sur vin et politique et plutôt même vin et géopolitique. Le vin est une boisson géopolitique, ce sera l'objet de ma présentation aujourd'hui. Alors effectivement, Stéphanie a eu la gentillesse de me présenter et également de dire que il s'agit là de recherches en cours, non achevées, contrairement aux travaux qui ont pu être présentés dans le cadre de ce cycle de conférences. Voilà, c'est des pistes de recherche et j'espère que elles vous intéresseront. En tout cas, effectivement, je pense qu'elles résonnent dans l'actualité et vous le verrez, les exemples que je pourrais vous proposer sont tout à fait en phase non seulement avec l'actualité, mais peut-être aussi dans les mois à venir, va-t-on voir certaines transformations? On pourra peut-être en discuter au moment des questions. Alors, le vin, une boisson géopolitique. Tout d'abord, je souhaiterais redéfinir rapidement, brièvement, ce que c'est que la géopolitique. Il s'agit d'une discipline qui étudie les rapports de force entre les acteurs, États, organisations internationales, entreprises, etc., dans l'espace géographique. C'est donc une discipline qui va analyser les facteurs géographiques, les facteurs politiques, économiques et culturels qui influencent les relations internationales et qui influencent les comportements des acteurs sur la scène mondiale. Le vin, en tant qu'il est un produit ancré dans des territoires spécifiques et qu'il est soumis aux fluctuations des marchés mondiaux, me semble être un très bon exemple de l'application de ces principes. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment cette boisson millénaire est finalement devenue une boisson géopolitique.
Dans un premier temps, je souhaiterais qu'on explore le vin comme outil du hard power. Un hard power dans sa composante économique. Alors, qu'est-ce que c'est que le hard power? C'est un concept qui a été défini dans les années 90 par Joseph Nye, qui désigne la capacité d'un État à imposer sa volonté à d'autres États par la force ou par la contrainte. Donc, traditionnellement, on va associer le hard power à la puissance militaire, à la puissance démographique également d'un État, à sa puissance politique, mais également à sa puissance économique. Ce sont en fait les outils traditionnels de la puissance. Dans ce cadre-là, et notamment dans sa portée économique, le vin semble être un élément indissociable, ou en tout cas qu'on peut accoler à ce concept-là. Et on va explorer de quelle manière. Premièrement, on peut se pencher sur l'échelle mondiale. On va explorer 3 échelles, l'échelle mondiale, l'échelle européenne et l'échelle française. Donc, selon les derniers rapports de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, donc le rapport 2024, la valeur de la production viticole mondiale s'élevait en 2023 à 115 milliards de dollars. Et dans ce cadre-là, la France, l'Italie et l'Espagne sont les 3 principaux producteurs de vin. La valeur des exportations mondiales de vin a atteint en 2023 36 milliards d'euros. Donc c'est le deuxième plus haut niveau jamais enregistré. Et le vin en bouteille représente autour un peu plus de 50% des volumes commerciaux en 2023. Et également 67% de la valeur totale des exportations de vin. On parlait de ce trio de tête France, Italie, Espagne. Ce sont les plus gros producteurs, mais ce sont également les plus gros exportateurs de vin. Ils représentent 56% du volume total des exportations mondiales. La France est le premier exportateur en termes de valeur. Donc, plus gros exportateur mondial en termes de valeur, de chiffre d'affaires, suivi de l'Italie et de l'Espagne. Donc ces 3 pays-là, ils comptent pour 63% de la valeur totale des exportations mondiales. Donc 56% du volume et 63% de la valeur. Concernant les marchés d'exportation et donc les plus gros importateurs de vin de cette année-là, on retrouve l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui représentent environ 40% des importations mondiales de vin en volume et 37% en valeur. Si on se focalise maintenant sur l'échelle européenne, c'est assez intéressant de voir l'impact et l'importance également qu'a la vigne et le vin pour l'économie européenne. D'ailleurs, ce qui est intéressant et ce qui rentre dans le cadre de notre analyse aujourd'hui, c'est que certains acteurs de la filière vitivinicole mettent en avant ces éléments-là, ces éléments économiques, au sein des structures politiques européennes pour défendre la filière. Une filière qui, vous le savez, sans nul doute, a largement été mise à mal ces dernières années, notamment dû à la baisse de la consommation, des régulations plus strictes et d'autres dynamiques. Je tire notamment ces chiffres-là que je vous présente du Comité européen des entreprises vitivinicoles, donc le CEEV, qui a dévoilé en mars 2024 au Parlement européen, donc c'est lors d'une audition au Parlement européen, donc vous voyez les enjeux politiques et géopolitiques de cette présentation-là, des conclusions d'une étude qui avait été, donc qu'ils avaient diligentée, qui a été menée par PwC, donc PricewaterhouseCoopers, grand cabinet d'audit, et qui souligne l'importance socio-économique majeure du secteur vitivinicole pour l'Union européenne. Donc, parmi les grandes conclusions de ce rapport, on voit la contribution économique de la filière pour le PIB européen, donc le secteur vitivinicole qui apporte 130 milliards d'euros au PIB de l'UE, qui représente 2,9 millions d'emplois. Également,
une fiscalité qui est importante. Les activités vitivinicoles génèrent 52 milliards d'euros en taxes. Un investissement également en recherche et développement de l'ordre de 1,1 milliard d'euros. Et puis, un point également important, la contribution de ce secteur-là au tourisme et également au développement des zones rurales européennes. Donc le tourisme vitivinicole, il représentait en 2023, selon cette étude, 36 millions de visiteurs au sein de l'Union européenne pour 15 milliards d'euros de revenus. Donc c'est plutôt, ce sont des chiffres importants. Notons également, et c'est l'un des éléments de ce rapport, que les exploitations viticoles sont 15% plus rentables que la moyenne des exploitations agricoles de l'UE. Donc également un secteur qui semble en tout cas profitable et sur lequel, vous voyez, il semblerait important de miser. Si on fait un focus désormais sur la France, l'échelle française, donc la France était le premier producteur de vin en 2023. Alors il est très possible, hein, selon les projections de l'OIV, qu'elle passe en deuxième position là pour 2024. Le rapport n'a pas encore été publié. Selon une étude de 2024 qui a été menée par le cabinet Deloitte, qui a chiffré l'activité générée de manière directe, indirecte et induite par le secteur du vin, étude diligentée, et là encore, à nouveau, vous voyez l'importance de ces études pour la filière qui a été diligentée par le Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et à indication géographique, donc le CNIV. Donc, selon cette étude, la filière des vins français réalise un chiffre d'affaires de 92 milliards d'euros au total. Donc, c'est un chiffre particulièrement conséquent. Un secteur viticole qui représente environ 2% de la valeur ajoutée agricole et qui génère autour de 440 000 emplois directs et indirects. Également, l'importance de la France en termes d'exportation, enfin l'importance du vin pour la France en termes d'exportation. Hein. Donc là, ce sont les chiffres donnés par les douanes. Donc 19,5 milliards d'euros entre septembre 2023 et août 2024. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, alors ce sont des chiffres qui sont toujours tellement énormes qu'on se demande bien ce que ça représente. Gardons en tête que le domaine la filière vin et spiritueux et les exportations de vins et spiritueux représentent le troisième secteur avec l'excédent commercial le plus élevé, derrière l'aéronautique et l'industrie du luxe. Donc, c'est un secteur particulièrement important pour la France. Alors, derrière là, cette dernière année, parce qu'avant, elle était juste derrière l'aéronautique, mais devant l'industrie du luxe. Il y a eu un recul qui fait qu'elle se situe désormais en troisième position. Ceci étant dit, ça reste extrêmement important pour l'économie française. Et puis, on a parlé du tourisme pour l'UE. Le tourisme pour la France est également une donne particulièrement importante. Hein. De fait, la France est la première destination touristique mondiale avec 100 millions de visiteurs en 2023, des chiffres qui sont supérieurs à l'avant-Covid. Et dans les études diligentées et notamment publiées par l'Organisation mondiale du tourisme, un tiers des touristes visitant la France sont attirés par le vin et la gastronomie, et le vin et la gastronomie est l'un des critères de choix de ces touristes pour visiter la France. Donc, tous ces éléments mis bout à bout nous font comprendre à quel point le vin est une composante essentielle du hard power français et européen, en tant qu'il est un élément fondamental, notamment de l'économie française, mais pas que, hein, l'économie espagnole et l'économie italienne également, particulièrement. Maintenant qu'on a abordé cette question liée au hard power, focalisons-nous sur un autre pan qui est souvent finalement moins investi du vin comme boisson géopolitique, c'est le vin comme outil du soft power français, notamment, mais pas que. Mais nous, on va se focaliser beaucoup sur la France. Alors, qu'est-ce que c'est que le soft power? Donc,
toujours notre politologue Joseph Nye, dans son ouvrage Bound to Lead en 1990, va définir le soft power comme étant la capacité à influencer le comportement d'autres pays ou d'autres acteurs sans recourir ni à la force ni aux incitations économiques. Donc il s'agit vraiment d'une forme d'influence basée notamment sur l'attractivité culturelle, sur les valeurs, sur les institutions du pays. Dans ce cadre-là, euh, il est entendu que le vin est depuis longtemps, et notamment en France, et on va se focaliser pour cette partie sur le cas français, plus qu'une simple boisson. C'est une partie intégrante de l'identité culturelle de la France. Que ce soit la production ou l'exportation de vin, ça a contribué à façonner l'image et l'influence de la France sur la scène internationale. Et en tant que l'un des plus grands producteurs et exportateurs de vin au monde, la France a capitalisé sur la signification culturelle et sociale du vin pour projeter son identité et ses valeurs nationales. Donc, cette utilisation stratégique du vin comme outil de soft power a permis à la France de renforcer sa position dans le monde et aussi de cultiver certaines relations diplomatiques. C'est vraiment ce point-là que je vais développer désormais, le fait de penser l'industrie viticole française non seulement dans le cadre de sa puissance économique, mais aussi comme un atout culturel et un atout politique. Le vin, hein, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point, le vin est devenu un emblème du raffinement français, de la sophistication culinaire, d'un certain mode de vie. Et finalement, ce sont autant d'éléments qui sont au cœur du discours sur le soft power de la France. En faisant la promotion du vin, de son vin, la France peut donc communiquer assez efficacement, et on va le voir, ses valeurs culturelles, sa gastronomie, son patrimoine national, à travers le monde. Et donc ça va se matérialiser de diverses manières. Et on va retenir deux formes, manières de se matérialiser aujourd'hui. Dans un premier temps, on va parler de la présence de la France par le vin et les spiritueux, notamment dans la culture populaire mondiale. Et ensuite, on verra comment le vin est utilisé au sein du corps étatique à des fins diplomatiques. Donc commençons par la place du vin français dans la culture populaire et on va se focaliser sur un exemple, c'est le cas du cinéma. Il y en aurait plein d'autres et peut-être qu'il y aura des questions là-dessus, notamment la place du vin et des spiritueux, je pense particulièrement au cognac, dans la culture populaire plutôt musicale. Hein. On sait qu'il y a une grande scène musicale états-unienne qui a investi cette boisson-là et qui a participé à la diffusion du cognac aux États-Unis. On pourra en rediscuter. Là, on va vraiment se focaliser sur l'exemple cinématographique. Et je vais commencer par rentrer dans le vif du sujet directement avec quelques exemples précis pour vous faire comprendre, pour vous montrer de quelle manière ce symbole-là est investi à travers le cinéma. Premier exemple, un ambassadeur particulièrement influent du vin français, influent mais aussi exigeant, c'est James Bond. Déjà dans Les Diamants sont éternels, on voyait Sean Connery se servir un verre de Montouon Rothschild de 1955. Donc évidemment un vin de Bordeaux prestigieux qui incarnait là dans ce contexte le glamour, mais aussi le luxe, la sophistication associée à l'univers de cet agent secret. Dans le contexte du film, c'est intéressant parce qu'en plus, ce mouton Rothschild 1955 va devenir un objet dans l'intrigue, dans le sens où l'agent 007 va identifier un antagoniste, un méchant de l'histoire, qui est déguisé en serveur. Et comment il l'identifie? Par un manque de culture en matière de vin. Et donc, c'est grâce finalement à ce premier cru classé de Pauillac que la vie de 007 est sauvée. Donc vraiment, le vin et le vin bordelais ne fait pas juste de la figuration, il est intégré à la trame diégétique.
Autre vin qu'on va retrouver dans plusieurs films de James Bond, c'est le Château Angélus. Dans Spectre, par exemple, film beaucoup plus récent, hein, dernier film de l'agent 007 en date, on va voir une bouteille d'Angélus dans un wagon-restaurant. Et c'est pas la première fois que ce vin va apparaître dans l'univers des James Bond. On le voit déjà dans Casino Royale en 2006. On voit un millésime 1982 du Château Angélus apparaître à l'écran. James Bond, c'est aussi un grand amateur de champagne. Depuis 1973, il boit du Bollinger. Avant 1973, il était abonné au Dom Pérignon. Hein. James Bond a des goûts assurés. Et donc, il y a des scènes assez emblématiques, notamment, par exemple, dans Meurt un autre jour. James Bond a passé 14 mois dans une prison coréenne. Il débarque dans le Yacht Club de Hong Kong et il va commander une bouteille de Bollinger. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce film-là, il y a 10 secondes de gros plans sur la bouteille et sur le verre. Donc, c'est à nouveau, hein, quand on sait la rapidité du montage de ce genre de film, 10 secondes, c'est très long. La même bouteille, dans GoldenEye, un film, donc là, c'est un petit peu avant Meurt un autre jour, James Bond va sortir une bouteille de Bollinger 1988 avec 2 flûtes au volant de son Aston Martin si emblématique. Et en fait, la bouteille est intégrée en fait à l'Aston Martin. C'est comme l'un des gadgets de l'Aston Martin. Donc, en fait, jamais sans mon Bollinger hein, pour James Bond. Il y a vraiment un lien particulièrement fort. Autre type d'exemple, la manière dont le vin français dans d'autres films va être intégré à la culture américaine. Et notamment, alors c'est assez intriguant, mais le vin français va être régulièrement mis en scène dans des associations mets et vins, certes hasardeuses, mais qui vont mettre en scène une sorte de mondialisation toujours perçue et mise en avant comme positive. Et je fais un lien là, un article qui a été écrit en 2014 par Raphaël Schirmer, qui s'appelle Holy Wine, ou le vin dans le cinéma américain. Et dans cet article, il explique précisément ce point-là. Il dit que le vin est devenu une boisson dont la connotation est fort positive, offrant jeunesse et santé aux consommateurs, donnant la possibilité de briller en société, permettant aux urbains pressés de se retrouver entre amis, ou encore de jouir des bienfaits d'une mondialisation perçue comme positive. Le vin est devenu glamour. Donc là, je citais Raphaël Schirmer. Effectivement, cet élément-là, on va très bien le retrouver dans 2 films en particulier, donc dans Sideways, où on va avoir Miles, le protagoniste principal du film, qui va boire un verre de Château Cheval Blanc, 1961, dans un verre à soda en mangeant un hamburger. Donc, je vous disais, hein, association mets et vin plus qu'hasardeuse, pour autant mise en avant finalement de cette association entre la grandeur de la gastronomie et de la production viticole française et les mets quotidiens états-uniens. On retrouve exactement la même dynamique dans Kingsman, Service secret, donc film de 2014, où le criminel Richmond Valentine, qui est joué par Samuel L. Jackson, va commander 2 cheeseburgers accompagnés du légendaire Château Lafite 1945. Et face à cette association, un agent secret, Harry Hart, qui est interprété par Colin Firth, lui répond a classic pairing, donc un accord classique, un accord emblématique. Alors, évidemment non, hein, mais on sent toute l'ironie aussi dans cette réponse. Et lui-même, à son tour, va proposer comme association pour le dessert de manger une glace de McDonald's, un sundae, accompagné d'un château d'Yquem 1937. Donc vous voyez, à nouveau, vraiment même dynamique que pour le film Sideways. Alors, qui tombe la malbouffe et revenons à des classiques mettant en avant et faisant un véritable ode à la gastronomie française. Dans le film Ratatouille, on va avoir la scène finale
où le héros, donc Rémi, va préparer une ratatouille, plat emblématique de la gastronomie française, pour séduire un critique culinaire. Et donc, il y a la simplicité, mais en même temps la précision du geste de la préparation de ce mets. Et pour accompagner ce festin, il propose un château Cheval Blanc 1985. À côté de ce grand vin de Bordeaux, dans le film, on va également, à plusieurs reprises, voir apparaître des bouteilles de Château Latour 1961. Ce qui est intéressant, c'est que globalement, dans tous ces films, et bien au-delà, là, il s'agit que de quelques exemples, mais les vins les plus consommés par Hollywood et montrés dans le cinéma hollywoodien, ce sont des vins de Champagne et de Bordeaux. C'est quelque chose qui est assez important. Raphaël Schermer, dans son article que je vous citais tout à l'heure, le montrait jusqu'à 2014, et c'est quelque chose qui se confirme ces 10 dernières années. Donc, la gastronomie et le vin, éléments de sophistication, finalement, du glamour français, permettent de mettre en avant la France dans ses fictions cinématographiques et ses blockbusters hollywoodiens. Et la France, bien entendu, va tirer son épingle du jeu dans cette image positive qui lui est encore largement associée à travers cette boisson. Si le vin fait briller la France dans le monde, le prestige associé au grand vin français est également un outil largement utilisé en diplomatie. On pense bien entendu à la promotion de la France à travers ses vins qui est opérée au plus haut niveau de l'État, par les présidents de la République, notamment lors des réceptions diplomatiques. La première étape, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas déjà des dîners diplomatiques, et on va l'évoquer juste après, mais première étape en France, c'est en 1947, dans l'immédiat après-guerre, le premier président de la 4e République, Vincent Auriol, va décider de créer une vraie cave au Palais de l'Élysée dans le but de faire briller la diplomatie et l'art des réceptions politiques à la française. Et donc, cette cave va être évidemment enrichie par des grands crus de Pétrus, de Lafite, de la Romanée-Conti, de Château-Chalon, bref. Ce qui est c'est assez étonnant, hein. Pour la petite anecdote, il s'agit d'un bunker voûté à l'épreuve des bombardements parce il côtoie le QG Jupiter, donc le lieu où est commandé l'arsenal atomique français. On a là encore une bonne métaphore de l'importance du vin dans l'imaginaire français. Dans les années 60, le général de Gaulle va sortir des grandes bouteilles quand il va recevoir notamment le roi de Thaïlande et son épouse, donc il va sortir du Bollinger, du Riesling 1953 de chez Müller, du Corton Grand C, de la maison Louis Latour, etc. Et puis, en 1961, il reçoit une visite historique du président Kennedy en mai 61, et il va offrir à son homologue américain son vin préféré lors d'un dîner d'État, c'est-à-dire du Château Pétrus. Donc à nouveau, le vin utilisé comme un outil de célébration des relations bilatérales. François Mitterrand, 4e président de la 5e République, va également faire ouvrir des bouteilles de mouton Rothschild 45, donc année de la victoire, pour célébrer dans la grande salle des fêtes de l'Élysée les 50 ans de la libération de l'Europe avec tous les chefs d'État européens. Donc à nouveau, utilisation du vin pour faire briller la France et également montrer l'héritage, le patrimoine français. Si ces présidents de la République ont finalement perpétué une tradition qui est de valoriser la France à travers son vin, certains, je le mettrais plutôt au singulier, ont dénoté justement par leur absence d'intérêt porté à la boisson, au vin. C'est le cas notamment, c'est le cas de Nicolas Sarkozy, qui, lors de la campagne présidentielle de 2007, assumait être un buveur d'eau et ne jamais avoir goûté de vin. Crime de lèse-majesté, la presse internationale s'en empare, les journalistes anglo-saxons posent sérieusement la question de l'élection en France d'un président n'aimant pas le vin,
Et c'est une thématique qui est demeurée un sujet après son élection. Vous pouvez le voir à l'écran, certains articles du Times ou du New Yorker sur le sujet. Quelque chose qui a été particulièrement repris dans la presse étrangère, peut-être plus encore que dans la presse française. Ce qui montre l'importance de cette association dans l'imaginaire mondial, de cette association entre la France, les Français et leur gastronomie et le. Au-delà des présidents, le vin joue un rôle important dans les efforts diplomatiques de la France en tant qu'élément central de la gastronomie française. La gastronomie est un héritage, si bien que en 2010, le 16 novembre 2010, le comité intergouvernemental de l'UNESCO va décider d'inscrire le repas gastronomique des Français au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il s'agit moins, cette classification, il s'agit moins de conserver des recettes et de valoriser des produits que de reconnaître une pratique sociale. La France devient, par cette classification, le premier pays à inscrire la gastronomie au patrimoine culturel immatériel mondial. Donc évidemment, c'est une manière, là, à nouveau, pour la France de défendre sa gastronomie et d'entretenir aussi cette fameuse exception culturelle française. Une exception culturelle qui est largement utilisée au service des affaires étrangères. Vous l'imaginez bien, les repas officiels sont des enjeux diplomatiques. Et le menu proposé permet de rappeler l'ancienneté d'une culture, voire même d'une civilisation. L'idée, c'est de montrer le raffinement et la richesse, et c'est aussi un message que les responsables du protocole ont tôt fait de décoder. Il est assez clair que des mets et des boissons bien choisis dans ces dîners officiels peuvent faciliter les échanges et aider à conclure des accords. Alors bien sûr, au Moyen-Âge déjà, on a des histoires croisées de la France et des autres puissances européennes vont regorger d'exemples de rencontres diplomatiques qui ont été célébrées autour de banquets. Mais en fait, il faut attendre plutôt le XVIIe et le XVIIIe siècle pour voir émerger une sorte de diplomatie culinaire qui va apparaître, et donc avec d'un côté l'essor des relations internationales et de l'autre la formalisation de l'art de négocier également. Si donc il ne s'agit pas d'éléments très récents, hein, cette diplomatie culinaire, elle existe depuis plusieurs siècles, ce n'est que récemment que ces concepts en fait ont été formalisés. Les concepts de gastrodiplomatie et de diplomatie culinaire datent des années 2010. Donc vous voyez à l'écran, hein, en 2012, on a Paul Rockower qui va être le premier à conceptualiser, à formaliser le concept de gastrodiplomatie. Et puis une année plus tard, Sam Shapple-Sokol va formaliser le concept de diplomatie culinaire. Bon, mais au-delà de ces concepts, essayons d'en revenir aux faits. Pour illustrer donc cette volonté des autorités françaises d'utiliser la gastronomie pour renforcer l'influence de la France dans le monde, on peut rappeler notamment qu'en 2015, 5 ministères, donc celui des Affaires étrangères, de la culture, de l'agriculture, de l'économie et des finances, ont lancé conjointement l'opération Goût de France, donc Goût de France avec le jeu de mots Good France en anglais, qui est une opération en fait où chaque année plusieurs centaines de chefs répartis sur tous les continents, donc évidemment des chefs dans les ambassades et dans les consulats français, vont préparer un repas qui met à l'honneur la cuisine et les vins français. Et donc le but, c'est d'encourager le rayonnement culturel de la France. Un autre exemple marquant de cette approche, toujours en 2015, réside dans l'organisation du déjeuner inaugural de la COP 21. COP 21, 150 chefs d'État et de gouvernement sont conviés à ce déjeuner, donc moment particulièrement important dans la diplomatie et dans le rayonnement français à l'international. Et donc, vont être servis des produits emblématiques du terroir français, coquille Saint-Jacques de Normandie, du reblochon de Savoie, et également, donc tout ça servi avec des vins de Bourgogne, du Bordelais et de la Champagne. Donc un Meursault, un Saint-Julien et
un champagne. L'objectif, évidemment, c'est d'associer la culture française à des enjeux diplomatiques d'envergure, tout en favorisant un climat propice aux négociations. Et c'est intéressant d'écouter un peu ce qu'en disent les diplomates après la COP 21. Je pense notamment à John Cornet-Delzius, qui est l'ambassadeur belge, qui décrit notamment les repas officiels français et dont celui de la COP 21 comme des expériences inégalées. Et il qualifie la gastronomie française de magnifique outil du soft power. Une opinion partagée par Makita Shimokawa, l'ambassadeur japonais, qui, de la même manière, met en avant la capacité des chefs français à s'adapter aux goûts et aux cultures locales, en soulignant donc la dimension universelle et inclusive de la gastronomie française. Donc on voit là que la table devient bien plus qu'un simple lieu de dégustation. C'est un espace d'échange, c'est un lieu où les messages diplomatiques peuvent être transmis dans un cadre propice au dialogue. Et donc, la convivialité, mais aussi le rayonnement qui vont être mis en œuvre dans ces moments-là, va renforcer les liens entre les nations et contribuer à une meilleure compréhension mutuelle. Et donc, la gastronomie française va s'imposer comme un instrument stratégique dans la promotion des intérêts de la France et dans la promotion du prestige français à l'international. Je vais terminer sur un dernier point. Si le vin est à la fois un élément de la puissance économique de la France, mais aussi un élément de sa capacité d'influence, il est aussi, de ce fait, utilisé parfois contre les intérêts français, comme un moyen de pression géoéconomique, et notamment à travers les taxes et les droits de douane. J'ai deux exemples à vous présenter assez rapidement. Le premier, c'est le conflit qui a opposé en 2019 les États-Unis à l'Union européenne. Un conflit qui n'avait rien à voir avec la vigne et le vin. L'UE a accordé des aides à Airbus. Les États-Unis et donc l'administration Trump a jugé ces aides illégitimes et en retour a décidé de taxer, surtaxer certains produits européens et notamment des produits agricoles. Pour la France, c'est notamment la taxe qui a été décidée, décrétée par l'administration Trump. C'est une taxe de 25% sur les vins tranquilles français importés aux États-Unis. Donc, évidemment, une mesure qui a très lourdement affecté le secteur viticole. En 2020, donc un an après, les exportations ont chuté de 18% en valeur. Évidemment, c'est aussi une année Covid. Donc, quelle aurait été précisément la chute sans cet élément-là? Quoi qu'il en soit, elle aurait été importante. Et parallèlement, évidemment, les producteurs californiens épargnés par ces taxes-là ont profité de l'opportunité pour renforcer leur position sur le marché américain. Deuxième exemple, les tensions avec la Chine. C'est évidemment un marché important, la Chine, pour la France depuis les années 2010. Et en 2013, dans le cadre d'un différend commercial lié aux panneaux solaires européens, donc à nouveau rien à voir, comme les Airbus comme l'entreprise Airbus pour les États-Unis. Donc suite à ça, Pékin a menacé d'imposer des droits de douane sur les vins européens et en particulier sur les vins français. Donc c'est une crise qui a été désamorcée par des relations bilatérales, mais c'est une crise qui a quand même révélé la fragilité de la position française face aux fluctuations des relations géopolitiques sinon européennes. Plus récemment, l'économie vitivinicole française a été affectée par la pandémie de Covid-19, qui a conduit à une baisse significative des importations de vin, qui a donc mis à nouveau en péril les exportations françaises. Et puis, dernier épisode en date, octobre 2024, vous avez dû l'entendre dans les médias, 5 jours après la décision de Bruxelles de surtaxer les véhicules électriques chinois jusqu'à 35%, Pékin annonce que les importateurs de brandy européens vont devoir désormais payer une caution auprès des douanes. Et donc une mesure qui, en fait, pénalise surtout le cognac, qui représente 95% des brandys exportés en Chine. Je rappelle que le cognac vit des exportations. 96,8% du cognac produit et consommé à l'étranger est
produit et consommé à l'étranger. Et la Chine, c'est le deuxième pays d'exportation, derrière les États-Unis. Donc évidemment, la menace de mesures de rétention et de surtaxe pèse fortement sur le marché des spiritueux français. Alors, il y a eu une pause pour l'instant suite à des avancées diplomatiques, mais la menace est toujours possible. Je vous rappelle également que Trump, vous n'êtes pas sans le savoir, a été réélu et à nouveau en fonction. Donc la question de la taxe sur les vins tranquilles européens et français, qui avait été abandonnée par l'administration Biden, va à nouveau être mise sur la table très probablement dans les mois qui viennent. Donc pour conclure, le vin français est à la croisée des enjeux politiques, économiques et culturels. Et il me semble, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer à travers cette présentation, qu'il incarne parfaitement le lien étroit entre géopolitique, géoéconomie et diplomatie. Donc si on braque notre caméra sur la France, on comprend à quel point la renommée mondiale de sa production viticole constitue à la fois un atout pour son hard power et pour son soft power, mais de ce fait, ça en fait également une cible privilégiée dans les rivalités commerciales internationales. Et donc les taxes et les droits de douane, soit appliqués dans le cadre de litiges bilatéraux ou en réponse à des crises géopolitiques, mettent notamment en lumière la fragilité de ce secteur qui est pourtant stratégique. Et ça souligne, à mon sens, l'importance pour la France de renforcer ses alliances commerciales, de miser aussi sur la diversité des exportations, et puis de promouvoir des initiatives multilatérales qui vont viser à limiter l'impact des tensions sur l'économie viticole. Voilà, je vous remercie et j'espère que ça vous aura intéressé et que je pourrai répondre à vos questions. Merci beaucoup Nachidil pour cette présentation tout à fait passionnante et qui a suscité énormément d'intérêt puisque nous avons beaucoup de questions. Certaines, tu y as en partie répondu dans la suite de ta présentation, donc les gens qui les ont posées, excusez-moi si je filtre un petit peu, mais comme il y a beaucoup de questions, je vais essayer de choisir celles qui abordent des angles un petit peu inédits peut-être par rapport à ce que tu as évoqué. Et en particulier, une question qui est arrivée rapidement sur notamment le lien entre l'architecture innovante qu'on observe dans pas mal de crus classés désormais, pas qu'en France d'ailleurs, et justement cette question du soft power, c'est-à-dire qu'au-delà de la boisson, tout ce qui pourrait relever de la culture vitivinicole, et donc tu en as un peu parlé avec le cinéma, c'est-à-dire il y a aussi les manières qui accompagnent le produit, les manières de table, et là il est question de l'architecture. Est-ce que tu le ferais rentrer dans l'argumentation du soft power français ou pas, et si oui, à quel titre, ou sinon pour quelle raison? Je pense, c'est une excellente question et je pense qu'effectivement, on pourrait tout à fait l'intégrer à la question comme un outil du soft power français. À deux titres, à mon sens. Évidemment, ces châteaux viticoles et ces nouvelles architectures, elles participent à forger un nouveau paysage viticole. Un paysage viticole qui finalement est renouvelé et donc qui va aussi renouveler l'image de la viticulture française. Donc un premier élément. Mais surtout, ça va aussi influencer le développement d'un œnotourisme plus important. Et donc à ce titre, ça va à la fois jouer sur le soft power, c'est-à-dire la capacité à influencer, à briller dans l'échiquier géopolitique mondial et auprès des opinions publiques internationales, mais aussi d'une certaine manière du côté du hard power, donc d'une puissance plus traditionnelle, en tant que élément économique majeur, hein, le tourisme faisant partie en fait de cet arsenal plutôt du hard power, mais finalement qui est un peu à la limite entre soft et hard power, parce qu'il s'agit également de maximiser l'influence de la France à travers la beauté de ses paysages, à travers le raffinement de sa culture. Donc tout à fait, je pense que c'est un très bon point. Effectivement, hein, tu l'as dit, c'est pas uniquement en France qu'on voit le développement de ce type d'architecture. Ça a d'ailleurs plutôt été d'abord dans les pays du Nouveau Monde, notamment dans les vignobles californiens. Ensuite, l'Espagne a été aussi leader dans ces nouveaux paysages viticoles, mais tout à fait, la France aujourd'hui
prend le pas et le prend aussi d'une belle manière. Je n'ai pas parlé de la Cité du Vin de Bordeaux, mais c'est également un élément important hein, qui rentre quand on parle d'architecture innovante et également quand on parle de développement de l'œnotourisme, qui rentre tout à fait dans ces éléments du vin comme boisson géopolitique, à mon sens. J'avais une autre question qui était liée au vin dont tu parles comme outil de soft power. Il semblerait qu'il y ait finalement trois terroirs qui apparaissent, hein, Champagne, Bourgogne et Bordeaux. Alors, première chose, cela reste-t-il toujours avec la même actualité? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas désormais, justement, avec l'essor d'autres types de vins, on a vu la semaine dernière les vins nature, bon voilà, est-ce qu'il y a finalement toujours exactement les mêmes arguments pour ce soft power du vin français qui reposerait sur ces trois terroirs majeurs, parce qu'à l'international, ce sont ceux qui sont connus, ou est-ce que on assiste aussi à un développement d'un soft power qui intégrerait d'autres types de vins et d'autres terroirs? Alors effectivement, pour l'instant en tout cas, d'un point de vue cinématographique, on a vraiment la primauté à ces trois terroirs-là, même si le cinéma hollywoodien de plus en plus intègre ses propres vignobles et au-delà de ses propres vignobles, les vignobles du nouveau monde viticole. Là où historiquement le cinéma hollywoodien a vraiment mis en avant les vins français, de plus en plus, en prenant certainement en considération la mondialisation vitivinicole, euh, propose un paysage viticole plus diversifié. Euh, sur ce qui est des types de production, euh, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas constaté de transformation dans les modes de représentation. Il y a toujours vraiment une primauté qui est donnée à ces trois vignobles. Les types de production un peu différentes ou plus modernes ou alternatives, pour l'instant en tout cas, ne sont pas particulièrement mises en avant dans les fictions cinématographiques. Euh, Après, la France est, est pas forcément non plus le leader de ces éléments-là. Enfin, d'autres pays ont aussi pris le pas de ces types de production. Donc, je ne sais pas si pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle, ce sont des réels enfin, éléments participant au soft power français. J'en suis pas certaine. Et il y a eu une question assez simple, mais qui est revenue à plusieurs reprises concernant justement ces vins. Ne serait-il pas, dans les James Bond en particulier, des formes de placement de produits ou, reformulé différemment, les châteaux en question ont-ils participé à financer le film, ce qui du coup donnerait à la place de ces vins peut-être une interprétation à soupçon différente? Alors, c'est une très bonne question et c'est une question essentielle, effectivement. Euh, En fait, ça dépend de chaque film. De plus en plus, il y a une compréhension de la part des producteurs de vin de l'importance du cinéma en tant que vecteur d'influence et donc en tant aussi que promoteur de modes de consommation. Euh, et à ce titre, de plus en plus de producteurs de vin, évidemment de grandes maisons hein, généralement, vont faire en sorte de la même manière qu'on voit certaines automobiles ou certaines grandes marques apparaître dans les films, vont faire en sorte de placer leurs produits et effectivement de payer pour placer le produit. Euh, c'est pas le cas par exemple pour les James Bond, où euh, donc que ce soit Dom Pérignon ou ensuite Bollinger, euh, il s'agit de donc ce qu'on appelle le gentleman agreement. En fait, c'est une sorte d'accord tacite entre les producteurs enfin les producteurs de vin et les producteurs de films, euh, Mm. où on envoie des caisses en l'occurrence de champagne, et de manière tacite, ça va être utilisé pendant le tournage, ça va être utilisé pour les équipes, mais ça va aussi apparaître dans le film. Donc c'est un peu borderline, on va dire, comme mode de, comme manière de faire. Je pense pas que même s'il s'agit de placement de produits,
le résultat serait le même, à mon sens. Alors évidemment, la manière serait différente, mais le résultat, c'est la promotion du vin à l'international. Donc finalement, on arrive, même s'il y a un doute, on bascule plus sur la propagande que sur le soft power, mais finalement, le résultat est aussi bénéfique pour la France. Mm. Tout à fait, oui, je comprends bien cette forme de sponsoring sans financement exact, mais euh, une autre question porte aussi sur plutôt sur la diplomatie. Tu as évoqué les dîners, et il y a une question qui s'intéressait aux Jeux Olympiques où je l'ignorais en tout cas pour ma part, mais cette personne le mentionne. Il n'aurait pas été servi de vin dans les moments de réception. Bon, sans doute est-ce lié à l'éthique du sport, voilà, de la santé, et sans doute n'était-ce pas jugé comme compatible. Je sais pas si tu as des informations à ce sujet. Et une autre question portait justement sur la réception de dignitaires de pays musulmans. Donc en fait, finalement, est-ce que ces clés de la diplomatie française qui s'inscrivent dans un héritage à partir des années 50 se transforment un petit peu, soit par rapport à de nouveaux préceptes de santé, soit par rapport aussi à la prise en compte de manière peut-être un soupçon moins hégémonique et un peu plus à l'écoute, je ne sais pas comment le dire autrement, d'autres formes culturelles, voire d'interdits. Effectivement, c'est un point qui est intéressant. Alors, je ne savais pas pour les JO, donc c'est intéressant et ça m'étonne pas vraiment, d'une certaine manière, effectivement, hein, dans cette mise en avant de la santé comme, comme outil, enfin, comme élément à vénérer finalement. Le vin n'avait pas forcément peut-être sa place, mais ceci étant dit, c'est un vrai débat, donc c'est intéressant de savoir qu'il a été tranché en ce sens. Euh, Concernant la venue de dignitaires musulmans, ça a souvent posé problème en fait dans la diplomatie française où euh, il y a eu des tensions géopolitiques entre certains pays parce que des erreurs ont été commises, notamment de la part de la diplomatie française. Par exemple, il y a quelques années, la visite de dignitaires iraniens, il y avait du vin sur la table et ça avait été très mal pris. Et du coup, il y a dû y avoir voilà, des discussions diplomatiques pour régler la situation qui a été réglée. Mais malgré tout, on voit quand même que effectivement, c'est pas quelque chose d'anodin et c'est quelque chose qui évolue à travers les années. Pour autant, euh, ça reste malgré tout dans les dîners organisés par la France. On le voit notamment aujourd'hui, hein, Emmanuel Macron qui s'affiche comme étant un grand amateur de vin, comme ayant euh, construit sa propre cave avant d'être banquier. Enfin bref, donc comme étant un amateur éclairé et qui aime transmettre aussi ça lors de ses visites. On pense par exemple quand il était allé il y a quelques années, avant le Covid, à Shanghai, pour valoriser les échanges sino-français. Il était parti avec des caisses de vin et il y avait eu toute une rencontre entre Xi Jinping et Emmanuel Macron où il y avait eu une dégustation de vin français qui avait été organisée, etc. Donc, euh, oui, il y a une évolution et en même temps, ça reste une sorte de totem finalement. Mhm. Un totem autour duquel on se réfugie d'une certaine manière quand on le peut. Et je pense que c'est pas quelque chose qui risque de diminuer dans les années qui viennent. Ça reste vraiment, je pense, voilà, qui dit totem dit finalement une sorte de valeur refuge aussi, d'une certaine manière, géopolitiquement parlant et diplomatiquement parlant. Et justement, ça me donne l'occasion de poser la question pour d'autres grands pays traditionnellement et historiquement producteurs de vin, que l'on pense à l'Italie ou à l'Espagne. Est-ce qu'ils ont ces mêmes pratiques? Parce que tu as fait référence à une histoire longue de la diplomatie à partir des produits qui sont offerts, effectivement, hein. Au Moyen Âge, à l'époque moderne, ce sont des choses qui s'observent très bien, et c'est quelque chose qui culturellement est répandu. En Mm. Europe, est-ce que aujourd'hui on observe ou en Hongrie également, hein, ce type de fonctionnement diplomatique autour du vin? Oui, c'est pas quelque chose qui est uniquement réservé à la France. C'est vrai que là, j'ai fait vraiment un focus sur la France parce que je pense que c'est probablement le pays qui le met le plus en avant. Mhm. Non pas
que à travers le vin, mais vraiment à travers sa gastronomie. Et le fait que sa gastronomie, enfin le repas gastronomique français ait été classé patrimoine mondial de l'UNESCO, lui donne aussi une légitimité à le faire de cette manière-là. Pour autant, effectivement, la valorisation de la production viticole des grandes nations viticoles européennes, c'est quelque chose qui est important dans les dîners diplomatiques, que ce soit en Europe du Sud ou en Europe de l'Est. Les productions nationales sont souvent valorisées dans les dîners d'État. Et oui, c'est pas l'apanage de la France, même si, à mon sens, il y a quand même une relation particulière entre la gastronomie et le rayonnement national pour le cas français. Hmm. Euh, il nous reste quelques petites minutes. Une dernière question peut-être qui serait sur les éléments que tu as dit en dernier, c'est-à-dire les mesures restrictives aux importations de spiritueux ou de vins tranquilles par des partenaires commerciaux déçus. Est-ce qu'il y a des pistes déjà de réponse ou de contournement qui ont pu être observées dans des expériences passées vis-à-vis de ces mesures restrictives, ou est-ce que ce sont réellement des barrières strictes? C'est une bonne question parce que c'est aussi une question que je me suis longtemps posée. Par exemple, les États-Unis, en 2019, quand ils ont fixé ces nouvelles taxes, donc c'est quand même 25%, c'est énorme, et 25%, mais il y avait une menace de taxer à 100% les champagnes. Donc, bon, menace qui n'a pas été mise à exécution, mais qui était quand même présente. Euh, donc la taxe était pour les vins tranquilles en bouteille et de moins de 15 degrés. Alors la question qui peut se poser, c'est dans ce cas-là, est-ce que on va assister au développement d'autres formes de commercialisation, qui ne soient pas forcément en bouteille, donc le retour de certaines autres manières de commercialiser le vin, et ou du coup une transformation des types de vins exportés, notamment des vins supérieurs à 15 degrés, ce qui est peu possible, même si en fait ça va à l'encontre des dynamiques de consommation mondiale qui sont vers des vins de plus en plus légers. Donc évidemment, ça a été pensé de cette manière-là. Mais effectivement, euh, cette question, elle m'emmène à réfléchir à est-ce que finalement ce genre d'éléments-là ne pourrait pas aller jusqu'à transformer les goûts des consommateurs parce qu'en essayant de contourner justement ces taxes-là, éventuellement, du coup, on importerait d'autres types de boissons qui rentreraient dans la quotidienneté de certaines populations et du coup qui transformeraient le rapport au vin. Donc ça, c'est vraiment, pour le coup, une piste de réflexion que j'ai pas encore investie, mais qui serait intéressante à explorer. Euh, Oui. pour l'instant, à mon sens, euh, et on le voit dans les chiffres, hein, ces taxes-là, il y a toujours des tentatives de contournement. Pour autant, elles sont particulièrement violentes pour la filière. Il n'y a rien qu'à enfin, juste à constater la baisse de 18% des exportations l'année suivante vers les États-Unis. Hein. Ça montre quand même un impact direct. Donc, stratégie de contournement peu usitée, disons, Hmm. pour le moment. Oui, ou alors en tout cas à long terme et sans doute pas Exactement, suffisamment pour compenser. totalement. D'accord. Bon, mais écoute, merci pour cette intervention. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci pour vos questions, pour votre intérêt. Et nous sommes vraiment très heureuses. Je crois qu'on peut féminiser parce que nous n'avons été que des femmes pendant ces trois semaines à vous proposer cette thématique. Donc nous sommes effectivement très heureuses d'avoir pu partager avec vous ce sujet. Et puis, nous nous retrouvons dès le mardi 4 janvier, si je ne me trompe, 4 février, pardon, Février. si je ne me trompe pas, à la Cité du Vin, en présentiel, où il sera question de l'intervention de Frédérique Desbuissons, historienne de l'art, et qui évoquera justement, peut-être dans un angle qui pourra rappeler la communication de Nachid El Rouaille, ce que l'on boit vraiment quand on boit du champagne.
Bon, bonne soirée à toutes et à tous et encore merci Nachidi pour cette intervention. Merci beaucoup. Merci Nachidil et puis n'oubliez pas aussi de nous suivre sur notre chaîne YouTube. J'ai mis le lien dans le chat, donc vous pouvez vous abonner. C'est possible aussi de suivre les conférences en ligne, les conférences de la Cité du Vin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur le site de la Cité du Vin. C'est possible de les suivre sur Zoom pour ceux qui sont trop loin pour venir. Et donc, comme le disait Stéphanie, on vous donne rendez-vous le 4 février prochain. Et merci encore à tous de votre participation active et encore à Nachidi. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.